Bonjour à tous, bienvenue dans cet entretien qui va avoir lieu dans le cadre du choix Goncourt du Royaume-Uni avec Jean-Baptiste Andrea. Je commence, avant de l'accueillir parmi nous, par remercier tous ceux qui participent à la fabrication de ces vidéos. Bien entendu, Jean-Baptiste Andrea lui-même qui va nous parler, mais aussi Anne-Sophie Gabillas à la technique et qui représente la Maison française, Anne de Peuffiou qui sera notre lectrice, l'Académie Goncourt, l'Institut français du Royaume-Uni, le service Esprit de l'ambassade, l'Association universitaire de la francophonie et la librairie La Page. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui Jean-Baptiste Andrea. Bienvenue à vous, Jean-Baptiste Andrea. Bonjour, ravi d'être avec vous. Mais nous sommes ravis de vous avoir en Angleterre et j'espère vivement pour ma part que nous pourrons dépasser le virtuel et vous accueillir en personne en Angleterre bientôt pour une visite en chair et en os. Vous avez derrière moi le bâtiment dans lequel je suis assise pour vous parler et j'espère que nous vous aurons bientôt parmi nous. Donc merci à vous et je commence par un mot de félicitations, hein. Je suis, comme je pense aux autres lecteurs et lectrices, j'ai lu avec grand plaisir votre roman Veiller sur elle et nous allons donc en parler un petit peu. Et je voudrais commencer par poser une question qui peut paraître banale, mais qui ne l'est pas tant que ça. Justement, votre héros, il n'est pas banal. Alors, comment avez-vous eu l'idée de ce héros? Je vais commencer par le personnage masculin principal. Comment avez-vous eu l'idée de ce personnage, je dirais, qui est contraire à beaucoup d'attentes et en même temps qui en remplit d'autres? Euh, c'est une vision, en fait. J'ai vu Mimo tel qu'il est, tel que vous le découvrirez ou l'avez découvert dans le roman. C'est pas le résultat d'une réflexion, ça n'est pas le résultat d'une analyse. Euh, J'écris de manière très sensorielle, c'est très instinctive. C'est-à-dire que il y a des choses qui défilent dans mon esprit et elles sont justes et je me sens bien, ou alors elles sont fausses et elles me laissent indifférent, voire je ne me sens pas bien du tout, comme s'il y avait une forme de dissonance. Et le personnage de Mimo, je l'ai vu comme ça. Après, c'est vrai que je me suis toujours intéressé à travers tous mes romans à des personnages un petit peu en marge. Oups, j'ai un écouteur un petit peu en marge parce que je trouve que là est le talent en fait à la marge et je m'intéresse beaucoup aux gens qui évoluent en marge de la société, soit en marge à l'extérieur, soit dans ces interstices, dans ces entre-deux qui sont dans les voies toutes tracées qu'on nous offre quand on est adolescent. Et donc, bah, en fait, nous, écrivains, on a déjà tous dû faire un pas de côté pour devenir écrivain d'une certaine manière, parce que personne ne nous disait deviens écrivain. On nous disait plutôt même le contraire. C'est les métiers de l'art, enfin ça dépend des pays je suppose, mais en tout cas je dirais que les métiers de l'art en France ne sont pas très très valorisés. Donc moi j'ai fait un pas de côté pour écrire, mes collègues, mes amis ont fait un pas de côté pour écrire et je projette ça dans mes héros. Et ce pas de côté génère beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, mais il y a beaucoup de beauté dans ce combat et Mimo incarne toutes ces choses-là. Alors, Mimo incarne ces choses-là dans son choix professionnel, qui au départ n'en est pas vraiment un, puisqu'il est envoyé pour être apprenti et va se retrouver dans une position où il pourra démontrer vraiment qu'il a des dons qu'on ne veut pas reconnaître à certains moments, hein, parce que, comme toujours, les apprentis trop doués gênent les maîtres. Et son don à lui, en tout cas celui qui est visible, c'est un don de sculpteur. Est-ce que vous êtes documenté sur la sculpture quand vous avez écrit le livre? Est-ce que vous êtes allé observer? Parce qu'il y a parfois une jouissance presque tactile dans certaines des choses que vous écrivez. Alors paradoxalement, j'ai fait assez peu de recherches sur ce livre et le domaine dans lequel j'ai fait le moins de recherches, c'est justement celui de la sculpture. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie de faire un livre sur la sculpture. Ce qui m'intéressait, c'est l'art en général et ce que l'art nous permet d'atteindre, ce à quoi l'art nous permet de toucher. C'est quelque chose de plus grand que nous. C'est quelque chose de surhumain. On mettra les mots qu'on veut là-dessus. Moi, je n'ai pas besoin de mettre de mots, mais en tout cas, j'ai cette conscience, c'est presque mystique, de quelque chose de plus grand que nous. Et l'art est un moyen de nous connecter à ça. Donc la sculpture, je l'aborde comme
un art, évidemment, un exemple d'art. Mais mon abord de la sculpture est littéraire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de techniques de sculpture dans ce livre. Je pense pas que ça aurait été, pardon, que ça aurait intéressé grand monde. Je pense au contraire, ce qui est intéressant, c'est le, le but de la démarche artistique. Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on l'a fait? Et j'avais pas besoin de technique pour ça, parce qu'au fond, c'est quelque chose qui n'est pas technique, ce pourquoi. D'ailleurs, les plus grands virtuoses techniques sont rarement les plus grands artistes. J'ai abordé la sculpture de manière en fait très littéraire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que, à part deux, trois outils que je mentionne, le reste est un abord très littéraire. Euh, et d'ailleurs, la seule information technique que j'ai cherché et que j'ai jamais trouvé, c'est le poids d'un mètre cube de marbre. Donc, si quelqu'un le connaît, vous pouvez me le faire revenir. J'ai dû faire une approximation. C'est le seul point que j'aurais aimé éclaircir. Je pense que je me suis pas trop trompé quand je l'ai mis parce qu'à un moment, il faut déplacer une statue. Mais voilà, en fait, c'est la seule chose. Je voulais en parler de manière littéraire. Ça me paraissait très important. Donc, la sculpture, d'après ce que vous dites, c'est une forme d'accès à la transcendance, à une forme de transcendance. Complètement. Et l'un des thèmes centraux de votre livre, au fond, c'est celui de la beauté, de la question de la beauté extérieure et intérieure. Est-ce que vous pouvez en dire deux ou trois mots, sans évidemment dévoiler quoi que ce soit pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de vous lire? Oui, alors la beauté, moi je parle beaucoup de lumière, je parle beaucoup de beauté, effectivement, au sens de ce qu'il y a de meilleur en l'être humain. Une nouvelle fois, c'est une forme de transcendance, la beauté. C'est-à-dire que la beauté en nous, c'est cette partie incorruptible et sublime de notre humanité qui, enfin je dis incorruptible et sublime, elle est parfois corruptible, mais je pense elle ne disparaît jamais complètement, y compris dans les combats intérieurs les plus épiques. Euh, et je raconte toujours, et là, et de manière assez évidente, mes romans, une nouvelle fois, sont toujours le récit de ce combat-là pour euh, ranimer la braise de la beauté qui sont souvent éteintes par des choses aussi simples que les exigences de la vie quotidienne, par les tourments intérieurs, par la nécessité extérieure, ou par des circonstances de vie dramatiques, ou tout simplement par la paresse. Et donc, je crois que c'est vraiment très important d'entretenir en nous cette flamme, cette beauté, cette lumière, cette braise. Je crois que c'est essentiel parce que c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Euh, Moi, je suis un amoureux de toute forme de vie, hein. Je suis végétarien, donc j'ai des rapports intenses avec tous les animaux, pas comme avec les humains, mais c'est d'une autre nature. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'être humain a cette étincelle de beauté et de recherche de la beauté en lui. Ça me semble absolument essentiel de ne pas la perdre de vue, surtout dans un monde où on ne nous parle que de laideur, de noirceur, de crime, de violence, de malheur. Et ils existent, c'est pas, je ne dis pas ça pour le nier, moi mon propos n'est pas naïf, mais je crois vraiment qu'il y a un exercice intellectuel et un exercice de l'œil ou de l'œil intérieur à faire quotidiennement pour ne pas perdre de vue justement ce que vous appelez la beauté. Et c'est effectivement ce que font tous mes héros. Et alors, vous parlez de l'œil intérieur. Il y a une dialectique présence-absence aussi dans le roman, me semble-t-il, à la fois présence ou absence, effectivement, de la beauté de certains individus dans le texte. Et est-ce que cette dialectique présence-absence, vous en étiez quelque part, c'est quelque chose qui s'est développé en cours de route ou c'est quelque chose que vous aviez envisagé dès le départ comme un thème central? Mais je crois que je déteste citer, et d'ailleurs je cite pas, mais il me semble avoir lu que Steinbeck disait qu'un tout roman était plus ou moins, était toujours le récit d'un combat entre le bien et le mal. Euh, et moi, ça me parle beaucoup, ça, parce qu'en fait, ça peut paraître manichéen, mais au fond, le combat entre le bien et le mal, il n'est pas si manichéen que ça, dans la mesure où le bien et le mal ne répondent pas nécessairement à des définitions très claires, ou en tout cas si claires qu'on aimerait le croire. Et donc, par définition, dans la dialectique présence-absence, c'est ce qui régit nos vies. En revenant sur ce thème de la lumière et de la beauté, s'il n'y a plus la beauté, qu'est-ce qui reste? Donc, ou peut-être on peut aller encore plus loin en disant, est-ce qu'il n'y a pas absence dans nos vies
Alors, je vais dire d'une forme d'espoir, d'aucuns diront d'une présence. Là encore, moi, j'ai pas envie de décider. Je suis plutôt mystique, j'ai une sensation de transcendance, mais j'ai pas du tout envie de l'imposer à qui que ce soit. En tout cas, je pense qu'il y a dans les trajets de mes héros dans ce roman, mais dans les autres aussi, une absence, effectivement, c'est bien vu à combler. Euh, mais pas juste à combler avec un tas de terre, c'est pas à combler par une présence qui justement va venir en relief et va apporter quelque chose en plus, quelque chose d'autre qu'un comblement. Il s'agit pas de combler un trou, il s'agit pas de combler un manque. Pour moi, il s'agit au contraire de construire quelque chose. Donc bien sûr, le sujet est très vaste, mais c'est bien là dans ce roman-là, oui. Alors, on va passer la parole à Anne de Peuffiou pour la lecture d'un premier extrait. Bonjour. Ben, en vous entendant, j'ai envie de lire un extrait. Enfin, je ne vais pas les lire dans l'ordre. Voilà. Donc, je vais commencer par un extrait qui commence page 229. Je dois tout à mon père, à notre côtoiement trop court sur cette boule de magma. On me soupçonna parfois d'indifférence parce que je parlais peu de lui. On me reprocha de l'avoir oublié. Oublié. Mon père vécut dans chacun de mes gestes, jusqu'à ma dernière œuvre, jusqu'à mon dernier coup. Je lui dois ma hardiesse de ciseau. Il m'a appris à tenir compte de la position finale d'une œuvre, puisque ses proportions dépendaient du regard que l'on poserait sur elle, de face ou levée et à quelle hauteur, et à la lumière. Michelangelo Buonarroti avait poncé sa Pietà à n'en plus finir pour accrocher le moindre éclat, sachant qu'elle serait exposée dans un lieu sombre. Enfin, je dois à mon père l'un des meilleurs conseils que j'ai jamais reçus. Imagine ton œuvre terminée qui prend vie. Que va-t-elle faire? Tu dois imaginer ce qui se passera dans la seconde qui suit le moment que tu figes et le suggérer. Une sculpture est une annonciation. Installé dans un coin de l'atelier de découpe, je m'attaquais au bloc que m'avait offert Metti. Mes collègues me considéraient d'un œil curieux, séduits par ce vilain petit canard qui semblait être un cygne, un peu bancal peut-être, mais il n'avait guère d'occasion de se réjouir et n'allait pas chipoter. Le marbre était d'une texture parfaite, typique de Carrare, ductile, souple, juste comme il fallait, pas revêche pour un sou. Je dégageais l'oiseau qui s'y cachait. Il avait une aile légèrement détachée du corps, puisque dans la seconde d'après, il s'envolerait pour se poser sur le bras ou sur l'épaule du sein. Le marbre capturait la puissance du muscle, sa transparence, la fragilité du moineau. Et parce qu'un moineau ne suffisait pas à un sein, j'en avais sculpté un autre, tout contre le premier, à moitié enfoui dans ses plumes, comme si tous deux venaient de rouler boulet par jeu, par ennui ou pour se disputer la faveur franciscaine. Je passais la dernière journée à polir, et quand je reculais enfin pour regarder mon travail, heurtait du dos le cercle des ouvriers rassemblés autour de moi. Metti apparut à la suite de Maurizio, qui était allé le chercher. « Tenez, patron, venez voir ce qu'on sait faire à la découpe. N'hésitez pas à nous augmenter. » Des rires fusèrent, vite étouffés par le regard sévère que Filippo Metti posa sur l'assemblée. Il s'avança vers mes oiseaux et eut cette drôle de réaction qui accueillit mes œuvres toute ma vie. Un moment d'hésitation, un regard va-et-vient de l'œuvre à moi, et la chose n'était peut-être pas formulée en ces termes, mais revenait à dire « Comment ce nabot a-t-il pu faire ça ?» Merci. Merci beaucoup, Anne, et du choix de l'extrait et de la lecture. Donc, on a ce personnage, effectivement, qu'on vient de voir dans l'atelier, ce nabot qui s'envole par la grâce de sa statue de marbre, hein, Mimo qui taille la pierre. Et vous avez parlé, juste avant la lecture, d'avoir une approche littéraire de la sculpture et on voit cette espèce de plasticité effectivement des termes hein, que vous utilisez, que vous taillez pour évoquer
le travail de sculpture de Mimo. Alors, on est là dans le monde de l'atelier qui est un monde très masculin et un monde souvent violent, un monde de tension. Il y a aussi, et on n'a pas encore parlé dans votre roman, un personnage féminin tout à fait marquant, hein, qu'on peut appeler, je crois, l'héroïne sans difficulté, hein, Viola Orsini. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ce personnage-là, de comment il s'est imposé à vous? Oui, Viola est, je pense, l'héroïne originelle de ce roman. C'était ma motivation d'écriture, c'était elle, une femme libre, une femme brillante, donc dangereuse, en ce qu'elle est femme et en ce qu'elle est intelligente, de deux dangers qui menacent toujours la société. Et je me suis dit que son combat, en fait, était incroyablement épique, incroyablement romanesque et étonnamment contemporain. C'est-à-dire qu'à mesure que j'écrivais ce récit, je me disais, mais en fait, je parle d'une histoire qui commence en 1916 et franchement, je suis pas sûr que les choses aient autant changé aujourd'hui. Il y a bien sûr des améliorations en fait qui me paraissent un petit peu cosmétiques à la condition des femmes, mais je crois pas qu'il y ait je crois enfin, fondamentalement, je crois pas me tromper en disant qu'il y ait toujours une énorme différence entre les sexes. Ce qui me sidère plus encore, c'est que plus ou moins la société l'accepte. Et donc ce combat et sa modernité me paraissaient un romanesque et deux contemporains. Enfin ça, je me suis assez surpris parce que je me suis pas dit je vais faire un brûlot féministe par nature. Voilà, c'est mon héroïne. Je l'aime. Cette fille est un hommage à toutes les femmes de ce type qui m'ont entouré, qui m'ont élevé, porté et amené à l'endroit où j'en suis aujourd'hui. Mais c'était pas une intention politique. C'est juste qu'elle me fascinait, cette fille, Viola. Et voilà, j'ai écrit en fait pour parler de Viola et donc pour revenir un petit peu en arrière parce qu'on a commencé par Mimo. Mimo est là parce que je me suis incarné en Mimo pour parler d'elle. Parce que je voulais pas m'incarner dans Viola. Moi, je suis pas particulièrement fan. Je j'ai rien contre, hein, c'est pas. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec l'idée, moi, un homme de m'incarner au jeu, à la première personne dans un personnage de femme, parce que je ne connais pas l'étendue. Alors, je connais la part de l'expérience d'une femme en tant qu'être humain, mais en tant que femme, il y a forcément des choses que je ne connais pas. Donc, je me sentais pas légitime pour en parler. Et je pense que j'écris mieux quand je connais mon sujet. Donc, naturellement, pour parler de Viola, il fallait que je la regarde de l'extérieur, qui était ma position. Et je me suis incarné dans ce personnage de Mimo, un peu maladroit, mais j'espère au grand cœur. Et donc, Viola, vous dites, c'est une femme libre. Alors, elle est libre et elle ne l'est pas, puisque vous évoquez le rôle de la société. Et le rôle, je pense qu'on pourrait parler et de la société et de la famille dans son cas à elle, puisque le nom Orsini que vous avez repris, qui est un nom d'une ancienne famille italienne, hein, dit bien ce que ça veut dire. Viola est issu d'un milieu très différent de celui de Mimo et d'un milieu dans lequel, au fond, sa liberté va être bridée dès qu'elle peut l'être. Et si Mimo, lui, est lâché un peu, elle est trop retenue, en quelque sorte. Et elle doit s'inventer malgré tout ce qu'on veut lui imposer. Oui, le paradoxe, c'est qu'en fait, au début du livre, quand ces deux gamins se rencontrent à 13 ans, on pourrait supposer que Mimo est celui qui a le moins de chance dans la vie, dans la mesure où il est pauvre, il a aucune ambition, il est, on l'a dit effectivement, pas tout à fait comme tout le monde, et elle a une grande famille autour d'elle, elle a tout l'argent dont elle a besoin, elle a tout le confort dont elle a besoin, mais c'est une femme. Euh, et ça, et en fait, ça, c'est un handicap euh, presque insurmontable, en tout cas au début. Et le combat de sa vie est justement dédié, consacré à essayer de surmonter ça. Mais je trouvais ça assez cocasse qu'en fait, quelqu'un qui avait tout dans la vie pouvait être condamné par le simple fait de son sexe. Euh, et très cocasse que Mimo ait en fait beaucoup plus de chance dans la vie alors qu'on lui en donnerait beaucoup moins au départ sur la base de ce qu'il a à offrir.
Et alors, les personnages qui entourent Viola, parce que là aussi, Mimo se distingue parce qu'il se détache de sa famille pour toute une série de raisons. On a entendu par Anne la lecture hein, de l'absence du père. On a une figure de mère qui est importante, qui est peu présente, mais qui est importante. Et Viola, en revanche, a une famille qui l'étouffe presque et qui va de plus en plus se rapprocher d'elle. Et là encore, je pense que enfin, cette question de la place de la mère est un thème, je dirais, qui est présent en filigrane et qui par certains moments surgit et prend une importance très, très nette. Je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots. Oui, ben on rejoint un petit peu cette dialectique de l'absence. Dans mon second roman, on me disait beaucoup, qui était 100 millions d'années un jour, on me disait beaucoup, ah, mais ce roman, c'est quatre mecs en montagne, il n'y a pas une seule femme. Et en fait, c'est pas vrai du tout. C'est un roman qui parle énormément des femmes, mais à travers leur absence. Et je vais revenir au roman qui nous concerne, mais le second roman est un très bon exemple de ça, parce qu'il y avait une figure de mère également devenue très absente, euh, mais qui est en fait centrale au roman. Et dans ce roman, il y avait aussi une jeune fille et une histoire qui ne débute même pas. Et en fait, ces absences-là deviennent des présences, deviennent leur manque devient une présence. Et c'est ce qui se passe beaucoup avec la mère de Mimo dans ce livre. Il m'est arrivé de rencontrer une ou deux personnes qui m'ont dit ah là là, mais sa mère disparaît et elle s'occupe pas de lui. Et en fait, je trouvais que c'était une vision très réductrice de ce que pouvait être un être humain, de ce que pouvait être une femme et de ce que pouvait être une mère. Effectivement, sa mère l'envoie en Italie et ne se voit pas pendant un long moment, mais une mère qui subit un deuil complètement inattendu n'a pas le droit d'être une femme, n'a pas le droit de se sentir émotionnellement submergée, incapable d'élever son fils. Et on rentre en fait, c'est marrant parce qu'on revient sur cette question de la femme, la place de la femme, l'image de la femme. Quand on me dit, mais je comprends pas, sa mère ne peut pas laisser partir son enfant, là encore, c'est un cliché, bien sûr, qu'il y a des mères qui laissent partir leur enfant. Oui, c'est une tragédie, oui, c'est complexe. Mais justement, pour moi, une mère, c'est pas quelqu'un qui a nécessairement l'instinct maternel et qui est une mère parfaite. Et la richesse de ce personnage de mère, j'y suis très attaché. Son absence et sa richesse. Et quand elle revient, elle ne revient pas pour rien. Et donc, voilà, on rejoint un petit peu cette dialectique de l'absence et de la présence, sachant que dans le cas de la vie de Mimo, l'absence est aussi une forme de présence parce qu'il se définit par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'ai traité très subtilement parce que dans ces phases d'absence, je n'explique rien. Et ça, je suis très attaché au fait de ne rien expliquer. Et parce que ce que ça dit, c'est qu'effectivement, gros cliché, mais en fait, la vie est très complexe. Les décisions, les sentiments humains et les réactions et les relations sont des alchimies extrêmement complexes. Et la mère de Mimo incarne vraiment ça. Ça me plaisait de traiter ça avec une forme de brutalité au sens où je n'explique rien et au lecteur ou aux lectrices de comprendre et de discerner ce qui se passe justement derrière en coulisses. Et ça, c'est vrai pour la mère de Mimo, c'est vrai aussi pour certains des autres épisodes ou certains des autres personnages. C'est très frappant. Il y a des moments où vous n'expliquez pas et où le lecteur se trouve enfin, se retrouve à faire une partie de chemin en se disant mais probablement, etc. Et donc, ça donne, puisque on ne l'a pas dit, mais c'est un roman qui se déroule sur une période extrêmement longue, hein, puisque c'est une vie d'un homme qui vit très vieux. Et bien sûr, il y a certains passages certaines périodes qui sont plus détaillées, mais on a quand même cette envergure qui fait que nécessairement, il ne pourra pas être question de tout, mais parfois vos silences ou vos ellipses, peut-être devrais-je dire plutôt que vos silences, sont, ou en tout cas moi je les ai perçus comme très parlants, enfin en tout cas comme demandant au lecteur alors, effort est un mauvais mot, mais demandant au lecteur une participation, disons, plutôt qu'un effort, si cet terme qui peut vous convenir. Complètement. Moi, mes livres ont toujours été ça, c'est-à-dire c'est une apparente simplicité. Il y a une histoire qui est racontée, qui est relativement compréhensible, enfin qui est très compréhensible, c'est quand même mon but. Mais il y a énormément de résonance en fait dans ces livres-là. Moi, je suis un hypersensible, j'écris par par nature pour des hypersensibles, et il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. Donc, non, mais c'est comme dans tout livre, hein, c'est tout à fait normal qu'ils voient une série d'événements, ils aiment ou ils n'aiment pas, ça, c'est pas la question. Mais il y a des gens qui vont entendre, donc on parlait de silence, hein, c'est Louis,
qui vont entendre ce qui est suggéré. Pour moi, la phrase et le mot ne sont pas là pour briller en eux-mêmes, mais pour déclencher quelque chose dans l'esprit du lecteur ou de la lectrice. Exactement comme quand un petit coup de marteau sur le genou ou le coude provoque une réaction réflexe. Les mots, les phrases sont là pour déclencher quelque chose. Il y a quelque chose d'autre derrière, pas chaque phrase, mais derrière pas mal des phrases de ce livre. C'est ma façon d'écrire. Je crois que cette façon d'écrire est aussi permise par le fait que aujourd'hui, en 2023, on n'écrit plus comme en 1850, dans la mesure où on a tout un monde d'images et de sons dans la tête qu'on n'avait pas nécessairement à l'époque, soit d'images qu'on n'a pas vues directement, qui sont le cinéma, la télévision, soit d'images qu'on a vues directement parce on voyage beaucoup plus. Et donc, il y a déjà besoin de dire beaucoup moins de choses. Il faut comprendre quand on écrit ce qui va se passer dans l'esprit du spectateur. Euh, on a tous l'expérience de quand on écoute de la musique, on voit des images. Bon, bah, cette association-là, elle se fait avec la littérature aussi. Et donc, il faut savoir, il faut un petit peu anticiper sur ce qui se passe dans l'esprit des lecteurs et des lectrices pour ne pas en dire trop, pour moi. Et donc, ça, c'est essentiel d'avoir cette apparence simplicité euh, qui est en fait qui ne l'est pas, mais qui reste quand même compréhensible, qui parle quand même de l'histoire. C'est-à-dire, c'est exactement comme la mélodie en musique. Il y a la mélodie, une jolie mélodie, c'est très bien, mais il faut aussi l'harmonie pour l'enrichir. Donc, il faut cette résonance verticale, et il y a beaucoup d'harmonie silencieuse dans les mots de ce livre. Merci. En tout cas, j'espère l'avoir perçu et je suis sûre que d'autres lecteurs aussi l'ont Si vous perçu. en parlez, si vous en parlez, c'est bon signe. Et je voudrais, avant de passer de nouveau la parole à Anne, simplement rebondir à partir de votre réflexion, enfin, ou de votre mention du cinéma, puisque l'une de nos étudiantes, donc Tracy de l'Université de Cardiff au Pays de Galles, se posait la question de savoir quels étaient vos rapports au cinéma, entre autres dans l'écriture de ce roman-ci. Alors, j'ai fait 20 ans de cinéma en tant que scénariste et réalisateur. D'ailleurs, j'ai tourné mon second film au Pays de Galles, Big Nothing, en partie, donc Hello Wales. Euh, je garde, le cinéma a été mon école en fait. Ça ne veut pas, c'est-à-dire que c'est une discipline d'écriture. On s'interroge beaucoup sur le pourquoi, sur le côté artisanal de l'écriture. Euh, Alors qu'en France, quand on est en littérature, on a tendance plutôt à privilégier seulement le côté inspiration. Dans les sociétés anglo-saxonnes, parce que moi, c'est là-bas que j'ai débuté, aux États-Unis et en Angleterre, j'ai eu l'impression que de parler d'artisanat et du travail technique de l'écriture, c'était pas un gros mot. Ça n'était pas vulgaire. Et moi, j'ai beaucoup appris comme ça, c'est-à-dire comment une émotion est-elle provoquée, pourquoi quelque chose fonctionne. Et quand je lis un livre ou quand je regarde un film et que j'éprouve quelque chose, j'essaie a posteriori de comprendre ce qui s'est passé pour apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on utilise des recettes, parce qu'en fait, des recettes, il n'y en a pas. Mais ça veut dire qu'on a derrière nous des milliers d'années d'histoires qui ont été racontées et donc il y a un savoir-faire qui s'est affiné. Ça, j'ai appris, j'espère, à le faire dans le cinéma. Maintenant, quand j'écris un roman, je ne pense plus au cinéma. Pour moi, c'est une page de ma vie que j'ai tournée, c'est fini. Enfin, on ne sait jamais si tout est fini, mais c'est vraiment une page qui est tournée. J'ai pas particulièrement envie de revenir en arrière. Et je ne pense pas du tout à la technique quand j'écris. D'ailleurs, j'écris pas un film. Là, ce livre, il fait 500, 600 pages. On n'est pas du tout dans la temporalité d'un film. J'aurais pas pu écrire un film de cette ampleur. Donc, je n'y pense pas. Mais j'ai gardé du cinéma probablement, le fait qu'on raconte une histoire. Et pour moi, c'est essentiel. Même si on est en littérature, même si on emploie des formes très libres, voire expérimentales, on raconte une histoire. Si un livre ne raconte pas une histoire, il échoue. Et une nouvelle fois, ça ne veut pas dire qu'on doit partir de A pour aller à Z. On peut absolument utiliser des formes narratives très, très différentes, mais à chaque fois, on doit raconter une histoire qui n'est pas juste notre propre histoire à nous, l'auteur, qui est une histoire qui est aussi celle du lecteur et de la lectrice. Donc ça, le cinéma, les grands films de cinéma, c'est ça. Un grand livre, c'est ça. La deuxième chose que j'ai gardée du cinéma, c'est le rythme, probablement. Ce que j'ai gardé le plus directement, c'est le rythme, c'est-à-dire que bah, vous le disiez tout à l'heure, Catriona, quand on a une image devant les yeux, une suggestion visuelle, on n'a pas besoin d'en faire des tartines. On a appris à suggérer dans le cinéma. Quand Hitchcock filme Psycho,
la scène dans la douche, c'est pas du gore, c'est une ombre. Donc, moi, j'ai appris cette économie, comment en dire le moins possible, comment suggérer et comment, quand mon propos est dit, m'arrêter. Merci. Alors, nous allons méditer sur ces réflexions et écouter Anne de Peuffiou pour la lecture du second extrait. Alors, eh bien, du coup, je vais lire un extrait sur la mère de Mimo, qui débute page 393. Mimo, Mimo. Vittorio tendit le doigt vers la maison. Une expression étrange froissait son visage, comme si un événement inattendu était venu contrarier la dépression dans laquelle il était fermement décidé à s'enfoncer. Il y a quelqu'un pour toi. Elle m'attendait devant la cuisine, une valise à ses pieds. Une valise que je connaissais bien, juste un peu plus râpée, et que je reconnus avant sa propriétaire. Il faut dire que j'avais passé les 20 dernières années à écrire, avec de moins en moins d'assiduité, à une femme de 40 ans, au corps façonné par le labeur, à l'ample chevelure noire. Celle qui se tenait devant moi en avait 60, la taille un peu élargie. Ses boucles étaient artificielles, sa couleur aussi. J'étais désormais capable de reconnaître le travail d'un mauvais coiffeur. À pas lents, j'approchais de la femme qui m'avait jeté, par une nuit d'hiver, sur ce caillou râpeux. Moi, le piccolo problema, l'insignifiant, devenu l'artiste que l'on s'arrachait. Et j'eus soudain honte. Honte de cet argent que personne n'avait jamais donné à mon père, dont je crois sincèrement qu'il était encore plus talentueux que moi. Bonjour, Michelangelo, murmura-t-elle les yeux baissés. Tu as dit que je pouvais venir quand je voulais, et je me suis dit, maintenant que je suis veuve, ce n'était pas ma mère qui parlait, parce que ma mère n'avait jamais baissé les yeux devant quiconque. Devant moi se tenait une femme qui avait donné naissance à un prodige, Marie après l'annonce de l'ange sur la fresque de Fra Angelico. Une femme impressionnée, presque effrayée par son propre fils. Peut-être était-ce à cause de Viola, mais la première phrase qui sortit de ma bouche ne fut pas celle que je voulus prononcer. Pourquoi m'as-tu abandonnée? Elle sursauta. Elle avait voyagé longtemps, elle était fatiguée et avait sans doute espéré un autre accueil. Lentement, ses yeux se levèrent, dévorèrent les miens de ce flamboiement violet qui, lui, n'avait pas pâli. La vie est une succession de choix que l'on referait différemment s'il nous était donné de tout recommencer, Mimo. Si tu es parvenu à faire les bons choix du premier coup, sans jamais te tromper, alors tu es un dieu. Et malgré tout l'amour que je te porte, malgré le fait que tu sois mon fils, même moi, je ne crois pas avoir donné naissance à un dieu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne, de cette lecture qui, je crois, vient bien illustrer le propos de tout à l'heure sur l'importance de cette figure de la mère et qui, ici, est extraordinairement humaine et en même temps qui réussit à apprendre une leçon à son fils d'une manière tout à fait touchante et ferme à la fois, me semble-t-il. Alors, on a eu un tout petit extrait d'italien, le Piccolo Problema, dans la lecture que vient de faire Anne. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'Italie comme cadre, de ce choix de situer le livre en Italie. L'image originelle du roman, l'idée originale était cette statue mystérieuse qui court comme un thriller métaphysique dans tout ce roman. Et elle contenait évidemment en elle l'Italie. Et pour moi, quand on parle d'art, alors on ne parle pas que d'Italie, évidemment, quand on parle d'art, ça serait un petit peu réducteur, mais je crois que ma première association avec l'art est l'Italie, dans la mesure où c'est en Italie que j'ai découvert l'art quand j'avais 15 ou 16 ans. J'ai grandi pas loin de l'Italie, je suis d'origine italienne. Et donc, j'avais très envie de me reconnecter avec ce pays, donc j'ai été coupé par
par la force des choses, parce que quand les Italiens émigraient en France, et en l'occurrence dans notre famille, c'était au tournant des années 20, ils faisaient tout pour faire oublier qu'ils étaient Italiens. Et donc cette belle filiation s'est délitée. Euh, et voilà, donc j'avais très envie, moi j'ai toujours été très frustré de ne pas avoir plus de connexion avec l'Italie, ou d'avoir cette connexion perdue, de l'avoir juste là, de l'autre côté d'un gouffre qui me paraissait pas du tout infranchissable, d'autant que là, aujourd'hui, je vis vraiment à 60 kilomètres. Donc, ça faisait partie d'un désir tout à fait euh, presque souterrain, c'est-à-dire que pour moi, l'écriture d'un livre, c'est une idée, point. Je me dis pas, je fais pas une liste de choses que j'ai envie de faire. Tiens, j'ai envie d'écrire en Italie. Tiens, j'ai envie de parler d'art. Ça se passe pas comme ça, l'écriture. Il y a une idée qui un jour me frappe et dont je me dis, cette idée me porte et je sens que je peux y consacrer 1 an et demi de ma vie. Mais probablement, j'ai eu envie d'y consacrer 1 an et demi de ma vie parce qu'il y avait l'Italie dedans. Et justement, vous parlez de l'importance de l'Italie dans votre histoire familiale, mais ce qu'on voit dans le roman, c'est l'importance de l'histoire avec un H majuscule qui fait irruption à un moment dans le roman, hein, par le biais de l'épisode du fascisme essentiellement. Et à la fois du rapport de Mimo avec le fascisme, du rapport de la famille et belle famille de Viola avec le fascisme. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 ou 3 mots justement de ce moment dans le Oui, roman? alors ça, c'est une période de l'histoire qui, dans mes études, m'avait particulièrement intéressé. J'ai fait des études très sérieuses, mais elles m'ont pas tout intéressé. Mais l'étude de l'histoire, qui me paraît tellement essentielle, et notamment l'étude des totalitarismes au XXe siècle, m'avait fasciné, peut-être parce que le côté, le romancier en moi percevait que c'était une étude en fait de la folie des hommes. Donc, j'étais assez au point sur tout ce qui est histoire de cette période et je m'y suis naturellement dirigé vers cette période quand il s'est agi de trouver un cadre pour cette histoire. Là encore, c'est arrivé très naturellement. C'est pas du tout le fruit d'une réflexion. Mais évidemment, à partir du moment où ce livre parle de tyrannie, qui est la tyrannie qui est imposée à mon héroïne et qui est même imposée à Mimo, également, le héros, cette tyrannie intime, cette tyrannie du quotidien, cette tyrannie parfois auto-imposée, parce que parfois les plus grands ennemis contre lesquels ils ont à lutter sont eux-mêmes, trouvaient un miroir assez naturel dans la grande histoire de cette période-là, donc des années 20, des années 30 et 40. Il y avait un effet de miroir naturel entre cette tyrannie de la petite histoire que j'appelle cette tyrannie de l'intime, et la grande tyrannie. Une tyrannie qui est d'ailleurs portée par les mêmes hommes, je le genre intentionnellement, hein, cette Mm, tyrannie est mm, beaucoup mm. portée par des hommes, on peut même dire quasi exclusivement portée par des hommes, en tout cas au niveau politique. Voilà, il y avait un effet de miroir et de mise en abîme qui me paraissait assez naturel, sachant que je définis pas paradoxalement ce livre comme un livre historique. Euh, ça m'évoque quelque chose, livre historique, qui me plaît pas nécessairement, c'est-à-dire beaucoup de recherches, un fourmillement de détails qu'on passe aux lectrices et aux lecteurs, et ça n'a pas au final grand intérêt pour servir l'histoire. Donc cette histoire-là, cette grande histoire est vraiment une toile de fond, un peu comme dans nos vies, hein, c'est-à-dire qu'à certains moments, nous sommes rattrapés par la grande histoire, mais au fond, nos préoccupations essentielles du quotidien, c'est notre petite histoire. Et voilà, c'est pareil, là, dans ce cas-là. C'est la petite histoire qui est en avant, au premier plan, mais la petite histoire raconte la grande histoire et la grande histoire raconte la petite histoire. Et vous parlez donc de l'histoire. L'histoire aussi est associée très clairement au lieu. On a parlé de l'Italie en général, mais à ce déplacement entre le retour aux origines en quelque sorte, ou du moins le retour au lieu de rencontre entre Mimo et Viola et Rome. Et entre les commandes officielles et ce qui peut être le service rendu à une famille aristocratique riche. J'ai pas compris la question, pardon, Catherine. Alors, simplement, on a donc la grande histoire de ce rapport avec le fascisme. On le voit donc à Rome, on le voit à Rome, on le voit avec Mimo qui est à Rome, mais on voit aussi ce rapport sur ce lieu des origines du lien entre Oui, Viola et oui. Mimo. Oui, bien sûr, non, mais parce que le fascisme, en fait, enfin, a une influence sur la vie de tout le monde.
Et d'ailleurs, c'était ce qui était très intéressant. Et donc, il va infuser jusqu'à ce village perdu et imposer à ses habitants certains choix. Et c'est l'autre chose que je trouvais assez intéressante. Je parlais tout à l'heure de l'aspect très contemporain du combat de Viola, mais l'autre élément qui me frappait, c'était le fait, justement, quand on s'intéresse à l'étude de la montée du fascisme, où que ce soit, mais là, en l'occurrence, c'est en Italie, c'est que elle n'est pas juste le fruit de bouleversements gigantesques. Bien sûr, il y a derrière tout mouvement de cette ampleur des frustrations énormes. En Italie, ça remonte aux frustrations de la Première Guerre mondiale. L'Italie a rejoint la Première Guerre mondiale en 1915, si je ne m'abuse, et on lui a fait des promesses mirobolantes en échange de son engagement qui n'ont pas été tenues. Et donc, à la sortie de la guerre, il y avait beaucoup de frustrations mêlées à la crise économique qui ont établi les conditions idéales pour la naissance du fascisme. Mais le moment où ça bascule, le moment où le fascisme advient, se fait souvent sur des toutes petites lâchetés. Et on le voit par exemple lors de la marche sur Rome, qui, on peut s'imaginer que c'est une armée en marche irrésistible qui se dirige sur Rome, mais c'est pas du tout ça. C'est une sorte de troupe de mecs dépareillés et mal armés qui aurait pu être arrêtés instantanément par l'armée italienne. Mais le roi, pour une raison qui n'appartient qu'à lui, décide de laisser faire. Et donc le destin de l'Italie bascule à ce moment-là. Et donc cette idée que des, des décisions des petites lâchetés du quotidien, en fait, de personnes tout à fait normales, comme vous, comme moi, peuvent euh, euh, permettre de tels drames, c'est quelque chose que je pense qu'on doit garder à l'esprit aujourd'hui, dans les moments où on se dit non, j'y peux rien. C'est vraiment tout le contraire. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous et j'espère que les étudiants qui nous écoutent et qui sont quand même la force de l'avenir sont aussi conscients de cette importance d'une veille de tous les instants Tout à fait. face aux montées des absolutismes, face effectivement aux lâchetés et aux mesquineries de certains qui peuvent paraître de peu d'importance, mais qui ont Tout des à fait. conséquences extrêmement lourdes souvent. Et effectivement, cette idée de l'histoire qui bascule alors qu'elle n'aurait pas à basculer, ou du moins alors qu'on peut imaginer un scénario tout à fait autre, parce qu'un tout petit événement a des conséquences absolument imprévues, me paraît central pour tout être qui veut envisager l'avenir de manière, en tout cas, un tant soit peu engagée, à défaut de dire sereine. On va peut-être écouter le dernier extrait lu par Anne de Peuffiou et ensuite revenir pour un ultime échange. Alors, je vous propose un extrait, c'est une scène entre Mimo et Viola, qui commence par page 134. Tu veux voler? Oui, avec des ailes. Oui, je n'ai jamais vu un avion de ma vie, je n'ai jamais vu personne voler. Comment tu comptes t'y prendre? Je vais faire des études. Tu en as parlé à tes parents? Oui. Et ils sont d'accord? Non. Viola m'épuisait. De drôles de nuages pommelaient le ciel, promenaient leurs doigts d'ombre dans le cimetière. Comment tu espères voler s'il faut faire des études et que tes parents ne veulent pas? Mes parents sont vieux. Je ne parle pas de leur âge. Ils sont d'un autre monde. Ils ne comprennent pas que demain, nous volerons comme nous montons à cheval, que les femmes porteront la moustache et les hommes des bijoux. Le monde de mes parents est mort. Toi qui as peur des morts vivants, c'est lui que tu devrais craindre. Il est mort, mais il bouge encore, parce que personne ne lui a dit qu'il était mort. C'est pour ça que c'est un monde dangereux. Il s'effondre sur lui-même. Tu ne veux pas qu'on aille ailleurs? Les nuages sont bizarres. Ce ne sont pas des nuages, ce sont des altocumulus. Je ne convaincrai pas mes parents de me laisser aller à l'université en les suppliant. Je n'ai pas fait d'études, m'a dit ma mère. Et regarde où j'en suis aujourd'hui. Elle est née baronne, a fini marquise. Tu parles d'une ambition? Non, je vais leur montrer, leur prouver que je suis sérieuse. Je veux voler maintenant, dès que possible en tout cas. Et comment? J'étudie ça depuis 2 ans. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. J'ai regardé les premiers croquis de Leonardo et je crois qu'on devrait pouvoir fabriquer une sorte d'aile volante. Pas besoin qu'elle aille très loin. Le tout, c'est que je vole sur 100 mètres, 200 mètres. Ça leur clouera le bec, on entendra parler de moi et on me laissera entrer dans une école d'hommes.
tu peux pas choisir autre chose, quelque chose de plus simple. Je veux dire, tu voyages déjà dans le temps, tu peux te transformer en ours, ça ne te suffit pas? C'est la même chose. Tout est lié. Je ne comprends pas. J'ai juste besoin que tu m'aides. Tu comprendras plus tard. Je suis sculpteur, Viola. Je veux t'aider, mais tu m'as bien dit que Vittorio travaillait le bois. Mon aile est en bois et en tissu. Il faut juste trouver le bon dosage entre rigidité et légèreté et concevoir un système d'assistance et de compensation. Des poulies et des cordes, précisa Viola face à mon expression ahurie. Le défaut des projets de Leonardo, c'est que leur conception suppose une force physique surhumaine. C'est drôle pour quelqu'un qui s'y connaissait en anatomie. Notre aile sera aussi plus facile à construire car je suis légère. Tu trouves que je suis légère, n'est-ce pas? Très légère. Mais ton idée, c'est complètement fou. La presse appelle le vol de D'Annunzio le vol fou. Tu vas m'aider alors? Tu vas m'aider à voler? Oui, soupirai-je. Jure, je le jure. Encore, je le jure, je te dis. Tu veux qu'on crache, qu'on mélange nos salives pour que ce soit valable? Les adultes mélangent tout le temps leur salive. Ça ne les empêche pas de se trahir et de se poignarder à longueur de journée. Nous, on va faire différemment. Elle prit ma main et la posa sur son cœur. Ce fut l'un des plus grands émois de ma vie. Elle n'avait pas de sein et n'en aurait jamais vraiment, mais cette absence emplissait ma paume aussi sûrement que certaines des femmes que je connus plus tard. Elle posa sa main sur mon cœur. Mimo Vitaliani, jurez-vous devant Dieu, s'il existe, d'aider Viola Orsini à voler et de ne jamais la laisser tomber? Je le jure. Et moi, Viola Orsini, je jure d'aider Mimo Vitaliani à devenir le plus grand sculpteur du monde, à l'égal du Michelangelo dont il porte le nom, et de ne jamais le laisser tomber. L'espace d'un instant, Viola et moi sommes de la même taille. Nous avons presque 14 ans. La même taille, exactement. Ça ne durera pas. Elle le sait, je le sais, nous le savons, car j'aime dire nous. Dans une seconde, Viola continuera de grandir et filera vers le ciel. Je resterai là, au ras du sol. Alors nous nous regardons longtemps, bien dans les yeux, plantés l'un dans l'autre. Presque surpris par ce croisement, égalité inattendue, dans une nuit de cimetière et de couleurs rôties par la chaleur du jour. Je me surprends à croire, l'espace d'un instant, que rien ne changera. Mais déjà les forces sont à l'œuvre qui la font pousser, les cellules qui s'empilent, les os qui s'étirent, et molécule par molécule, Viola s'éloigne de moi. Merci. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Anne, de cette lecture. Alors, très belle lecture, très beau choix d'extrait avec cet engagement mutuel de Viola et de Mimo et qui montre bien, je crois, l'une des forces du personnage de Viola, l'excès de littéralisme par moment et en même temps ces envolées oniriques, cette espèce de seconde vie du rêve qui pour elle est tout à fait aussi vraie que celle qui consiste à additionner des chiffres pour vérifier quelle sera la meilleure manière de construire une aile à l'image des machines volantes imaginées par Léonard de Vinci. Oui, oui, bah, tout commence par un rêve, hein. Donc le fait que Viola ait un pied dans la planification la plus stricte et les visions lyriques les plus absolues n'est pas du tout incompatible pour moi. Au contraire, c'est comme ça que je vis, moi. Et vous avez un titre sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant parce que je pense qu'il rejoint assez joliment ce double engagement de Mimo et de Viola qui jurent de s'entraider hein, à devenir le plus grand sculpteur d'un côté, à voler de l'autre. Ce titre de Veiller sur elle, est-ce qu'il s'est imposé à vous d'emblée? Non, non, le roman avait un autre titre avant qui avait été donné. On s'est aperçu qu'il avait été donné et il y avait déjà elle dans le titre et je dis à mon éditrice Sophie de Sivry, j'aimerais vraiment garder ce elle précisément parce que Viola est le personnage central de ce livre. Et 2 semaines après, Sophie me rappelle en disant, je crois que j'ai ton titre et elle me dit, veillez sur elle. Et
tout d'un coup, alors j'ai toujours eu des grandes discussions épiques avec Sophie sur les titres. On est tous les deux très passionnés et je m'attendais à ce qu'on ait une autre discussion épique, mais en fait, tout de suite, je lui dis, mais c'est exactement ça, en fait. Où est-ce que tu l'as trouvé? Elle m'a dit page 2. Et effectivement, c'est page 2 du livre. Les moines se demandent ce que Mimo fait dans l'abbaye. On dit qu'il est là pour veiller sur elle. Donc, il y avait plein de connotations sur ce titre qui était très belle, très tendre, en même temps un peu drôle parce que finalement, je pense que Viola veille probablement plus sur Mimo que lui ne veille sur elle. Donc ça contenait plein de choses qui me parlaient beaucoup. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la part de mystère. Hein, quand on lit, on ne sait pas très bien qui veille sur qui, effectivement. Exactement. Et d'ailleurs, au départ, on est un peu, en tant que lecteur, un peu désarçonné au départ, parce qu'au fond, on ne sait pas comment cette histoire va se développer. Ce Oui, début, il y a un on début dit, qui est intentionnellement, en fait, moi j'aime l'idée de qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans une pièce dans la vie où on connaît personne, quand on arrive dans un nouveau boulot, dans une nouvelle situation, on entend des choses qu'on ne comprend pas et l'esprit met en place un mécanisme de compréhension en agrégeant les informations. Et le début de ce livre est écrit comme ça. Il y a des gens qui tombent dans le livre à la page 3, il y a des gens qui tombent dans le livre à la page 100, il y a des gens qui tombent pas dans le livre. Et ça, c'est justement ce début est un petit challenge, un petit défi lancé aux lecteurs et aux lectrices de OK, vous n'allez pas tout de suite comprendre ce qui se passe, ça va pas prendre longtemps. Il y a des gens qui aiment se laisser porter, qui savent qu'ils vont comprendre dans une dizaine de pages. Il y a des gens qui préfèrent la linéarité. Et moi, je voulais que ce début un peu mystérieux reflète justement le mystère qui court tout le long de ce livre. et en tout cas, pour le lecteur aussi, ou pour cette lectrice-ci en tout cas, euh, en cours de route, il y a des moments où on se ressouvient de choses, effectivement, Oui, qui donnent un degré, une épaisseur supplémentaire parce qu'on ne savait pas que c'était important. On a enregistré et soudain, ça éclaire quelque chose plus tard. ouais, exactement. Mais je joue beaucoup de ces mécanismes du fait que tout d'un coup, à un moment, on se dit, mais attends, c'est comme si on s'éveillait, on se réveillait en se disant, tiens, c'est bizarre, je parle une autre langue et on ne comprend pas comment on l'a apprise. Et là, quand on lit, on apprend la langue du livre et des informations qui paraissaient complètement détachées les unes des autres. Une nouvelle fois, je veux pas exagérer la complexité de la chose, hein. Pour la plupart des gens, c'est très c'est très fluide, mais il y a quand même cette construction parce qu'il y a plusieurs voix qui se parlent dans ce livre, hein. Il y a une voix de narrateur omniscient qui parle à la troisième personne, il y a une voix de Mimo en 1986 dans l'abbaye, et puis il y a la voix de Mimo linéaire quand on reprend son histoire à son début. Et le livre est construit comme ça. En fait, il y a même un mécanisme que personne ne remarque, mais je vais en profiter pour en faire la publicité, qui est qu'il y a une symétrie. Moi, je suis un peu, j'ai un côté, je suis pas bien si c'est pas symétrique. Et donc, le premier chapitre du livre, c'est le narrateur omniscient qui est la troisième personne. Le dernier chapitre du livre, c'est le narrateur omniscient. Le deuxième chapitre du livre, c'est Mimo en 86. L'avant-dernier, c'est Mimo en 86. Et le troisième, c'est la voix de Mimo dans sa temporalité normale. Et l'antépénultième est la voix de Mimo dans sa temporalité normale. Donc, on descend par trois marches narratives dans l'histoire et on en sort par trois marches narratives à la fin. Voilà, donc il y a une construction en fait assez poussée derrière tout ça, qui est pas là pour être vue d'ailleurs, mais qui enrichit et qui tient toute la structure. Et j'allais justement vous poser une question, peut-être pour finir, sur la, enfin, sur la manière effectivement de construire le livre. Vous nous avez dit au départ que l'idée s'était imposée à vous, que Viola, c'est l'héroïne, vous vouliez en parler et que Mimo était le moyen de regarder Viola. Vous avez cette construction donc par palier en quelque sorte. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un étudiant qui vous regarde et qui se dit, mais moi j'ai des idées, je veux écrire. Quel conseil lui donneriez-vous? Alors absolument sans hésiter, et c'est pas la voie VOIE la plus choisie par mes amis avec qui j'ai des grands débats, mais c'est moi qui ai raison. Euh, J'adore me disputer avec eux. Euh, Travailler la structure, c'est-à-dire c'est essentiel. Quand on raconte une histoire, il faut comprendre quelle histoire on raconte, euh, où on va. Et en fait, pour moi, une idée, c'est une destination. Je parlais l'autre jour à quelqu'un qui me donne le même conseil. Qui me demandait le même conseil? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui écrit? Et cette jeune femme me dit, ça fait 3 romans que j'abandonne et j'ai écrit des nouvelles. Et donc, je lui dis, je parie que vous n'avez pas abandonné vos nouvelles. Elle me dit, non, je suis arrivé au bout.
Pourquoi? Parce qu'elle savait où elle allait. Les nouvelles reposant souvent sur un effet de chute. Elle savait ce qu'elle racontait. C'était pas, il n'y avait pas lieu d'abandonner. Il y a beaucoup de romanciers, et vous en entendrez des romanciers qui ont du succès et qui font des beaux livres, hein, donc c'est pas non plus, mais qui partent un peu au fil de la plume. Et moi, je pense il faut savoir où on va. Alors, ces romanciers, souvent, quand ils font bien le travail, quand ils commencent à découvrir où ils vont, après être partis au fil de la plume, ils reviennent en arrière et ils construisent a posteriori. Donc, en fait, ça revient à faire une structure. Le problème pour moi, c'est quand on part au fil de la plume, qu'on se laisse porter, puis un jour, on met le point final. Là, c'est rarement la meilleure version possible du roman qui est là. Donc, je crois que c'est essentiel de travailler la structure. Il faut euh, repousser un peu la gratification de l'écriture littéraire, qui est le moment le plus satisfaisant, pour travailler la structure, pour épuiser toutes les versions possibles de l'histoire, pour ne garder que la meilleure version possible. Une fois qu'on a ça, on peut se mettre à écrire, mais par pitié, travaillez votre structure. Mais c'est comme dans n'importe quel essai ou devoir. On ne part pas comme ça sans savoir le propos. Donc, et ça s'applique à tous les arts. Ça s'applique à la musique, ça s'applique à l'improvisation. On n'improvise pas sans savoir dans quel cadre on improvise. Donc c'est très très important. Moi je vous dis, travaillez votre structure. Il y a un artisanat derrière l'écriture. L'écriture, c'est pas juste faire des belles phrases. L'écriture, ça n'est même pas du tout faire des belles phrases. Ce sont faire des phrases qui peuvent en apparence être banales, mais qui vont provoquer une déflagration dans l'esprit du lecteur ou de la lectrice. Cette déflagration, elle est là parce que la phrase, elle contient quelque chose d'immense qui est le reste du livre, qui est un propos puissant, et ça, on ne l'a que si on sait ce qu'on raconte. Merci beaucoup Jean-Baptiste Andrea de cette magnifique chute qui sera, je crois, d'une grande utilité pour nos auditeurs, pour nos spectateurs, et pas seulement s'ils se mettent à écrire des romans, mais même s'ils écrivent des mémoires universitaires ou des thèses. Je pense que le conseil est digne d'être suivi. Merci donc aux uns et aux autres de nous avoir écoutés. Un grand merci donc à Jean-Baptiste Andrea que nous espérons accueillir au Royaume-Uni très bientôt. J'en serais ravi. Merci à tous.